Donc, bonjour à tous, j'espère que tout le monde m'entend. Il y a une trentaine de personnes là pour l'instant qui sont connectées et qui nous écoutent. Donc, pour l'instant, j'ai juste déconnecté mon écran. Oui, apparemment vous m'entendez puisque je vois qu'il y a des réponses. Donc, l'idée, hein, donc, on n'est pas forcément encore des pros de ce genre de choses, donc j'espère que vous nous excuserez si jamais il y a quelques petits bugs au niveau de la maîtrise de l'outil, mais bon, il semblerait que ça fonctionne. Donc, vous avez la possibilité de poser des questions, hein, n'hésitez pas à le faire. Ce ne sera pas des questions en direct que tout le monde entendra. C'est à nous ensuite donc de reprendre vos questions et de les poser aux différents orateurs. Donc, je ferai ça en fonction des questions, plutôt en fin d'exposé. Mais n'hésitez surtout pas à en poser. Donc, je vais repasser sur la vidéo pour que vous voyez un petit peu le programme. Donc, théoriquement, ça devrait marcher. Voilà. Et donc voilà, en gros, donc il y a une modification malheureusement sur ce programme puisque le troisième exposé doit être annulé parce que la personne qui devait le faire a eu des soucis de santé, donc a dû annuler totalement contre son gré. Donc nous nous en excusons d'avance, mais du coup la partie positive, c'est qu'on donnera un peu plus de temps aux personnes qui sont prévues. Et donc voici le nouveau emploi du temps qu'on prévoit. Donc, je vais faire une petite introduction très rapide pour vous présenter ce qu'est le Carnot. Et puis ensuite, donc, vous aurez deux exposés du coup, qui peuvent être un peu plus longs. Enfin, le premier, c'est sûr qu'il sera un peu plus long. Le second peut l'être aussi. L'idée étant quand même de terminer avant midi. Voilà. Et donc, il y aura un temps de questions et d'échanges déjà à la suite de chaque exposé. Et puis, plus global après, si vous le souhaitez, si on voit qu'il y a un certain nombre de questions possibles. Donc, je vais démarrer sur la présentation donc, de l'Institut Carnot. Donc, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas forcément tous. Donc, j'ai du mal à passer mes diapos. Voilà. Donc, les Instituts Carnot, c'est des structures de recherche publiques qui sont labellisées par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Il y en a 39 en France et elles ont une vocation globale qui est de valoriser les laboratoires publics auprès du monde socio-économique au moyen de contrats de collaboration. C'est-à-dire que très clairement, l'État cherche à faire en sorte que tout l'investissement qui est fait à la fois dans le matériel et dans les salaires de la recherche publique soit utilisable par les entreprises aussi, de façon à développer leur innovation. Donc sous la forme de contrats de collaboration de recherche. Et l'idée du réseau des Instituts Carnot, c'est d'offrir une offre de recherche qui soit structurée en fonction d'un certain nombre de secteurs d'activité. C'est-à-dire que chaque Carnot, normalement, doit avoir un secteur d'activité bien défini. Et en ce qui nous concerne, pour l'Institut Carnot Star, c'est sport, santé et bien-être. Nous sommes un institut donc, qui est basé sur Marseille et comprenant 9 unités de recherche. Vous allez le voir très pluridisciplinaire et assez complémentaire, donc avec un laboratoire en sciences du mouvement, un laboratoire en biomécanique, un laboratoire en nutrition et métabolisme, un en neurosciences, un en résonance magnétique, un en imagerie in vivo, imagerie optique, sciences des données et on va dire globalement informatique, et puis le dernier en microélectronique. Donc avec l'ensemble de ces disciplines, vous voyez qu'on est capable d'aborder un certain nombre de sujets. Et en l'occurrence, celui qui va nous intéresser, donc si on représente l'ensemble de ces expertises un peu différemment, on a des gros axes qui ressortent. Et c'est là que vous voyez déjà apparaître qu'effectivement, sur la silver economy, on a des choses à faire.
Et donc, vous avez tout ce qui est études du mouvement, mesures embarquées, donc c'est tous les suivis de paramètres de santé, par exemple. Bon, les sciences des données et la valorisation des données qui sont des points hyper importants actuellement. Tout ce qui est performance, ergonomie, sécurité. Donc là aussi, il y a beaucoup de choses à faire en lien avec un certain nombre d'objets. Les aspects nutrition, métabolisme dont on a déjà parlé. Et puis, un grand pan sur l'imagerie biologique et médicale. Donc avec ça, si on regarde un petit peu ce qu'on peut faire sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, ben, il y a un certain nombre de points sur lesquels on a des forces qu'on peut mettre au service d'un certain nombre d'industriels et de projets plus globalement. Et donc on a un certain nombre de forces sur l'aide à la mobilité, l'aide à la conduite automobile, les programmes d'activité et d'entraînement, l'activité cérébrale et physique, tout ce qui concerne les exosquelettes et puis bien sûr les apports nutritionnels optimisés pour un maintien en bonne santé. Donc ça, ce sont les forces sur lesquelles on peut se reposer pour développer ensemble des projets de collaboration. Donc plus globalement, l'Institut Carnot Star a une vocation à travailler en direction des entreprises, donc sur un certain nombre là encore de directions. Donc on est là pour supporter l'innovation par rapport à l'ensemble de nos expertises. On peut offrir un ensemble de compétences multidisciplinaires, c'est ce que je vous ai dit juste avant. On peut fournir du service scientifique et technique via surtout les plateformes technologiques de nos unités. On est là aussi pour simplifier l'aspect organisationnel et contractuel avec une certaine professionnalisation de la relation contractuelle. Et puis, bien sûr, on peut aussi apporter des éléments de veille scientifique et technique, c'est-à-dire qu'on est souvent sollicité par des entreprises juste pour effectivement savoir un petit peu ce qui se passe en ce moment dans tel ou tel domaine. Au niveau des structures locales d'accompagnement aux entreprises, n'oubliez pas qu'on peut vous offrir un service d'expertise scientifique et technique. On peut vous proposer des experts dans le cadre d'appels à projets que vous pourriez être en train de monter. Et nous organisons des rencontres thématiques ciblées entre des chercheurs, des industriels et des partenaires institutionnels, comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc ça aussi, c'est des choses sur lesquelles nous avons des moyens pour proposer ce genre d'événements. Alors bien sûr, en temps normal, on préfère très largement faire des rencontres réelles plutôt que des visios. Mais voilà, là, c'est la situation qui nous l'impose. Et pour finir, donc voilà l'équipe actuelle de l'Institut Carnot. Donc j'en suis le directeur. Et puis ensuite, vous avez donc Valérie Mas qui est responsable administrative et financière, donc qui gère l'ensemble des aspects RH et on va dire achat. Giuseppe Lamana qui est notre chargé d'affaires, donc qui gère aussi toute la politique vis-à-vis de notre participation à un certain nombre d'événements de type salon, etc., et puis de rencontres industrielles. Mathilde Guimard, qui est notre responsable qualité, puisque nous sommes certifiés ISO 9001 version 2015. Et Lisa Demissan, qui s'occupe de tout ce qui est communication et avec qui vous avez, qui est la personne que vous avez dû pas mal voir, en tout cas sur un certain nombre d'emails, puisque c'est elle qui a géré la promotion de cet événement. Voilà, moi, je n'irai pas plus loin. Je voulais que ce soit assez rapide. Et puis, donc, je pense que je vais vérifier, parce que je ne peux pas tout faire en même temps, mais je vais vérifier qu'il n'y a pas déjà des aspects de questions. Et sinon, je donnerai la parole à notre premier intervenant, Jean-Jacques Torprado. Donc, pas de questions visiblement pour l'instant. 38 spectateurs, c'est très bien. Et je vais donc faire passer... Jean-Jacques, vous pouvez prendre la main. Bien, bonjour. Alors, on ne me verra pas, ce n'est pas très, très grave, mais en tout cas, je salue toutes les personnes qui sont connectées, certaines que je connais. Et je voudrais commencer par quelques mots de remerciement, remercier l'équipe du Carnot Star qui a fait appel à l'ISM pour contribuer à ce webinaire dans le cadre de la semaine de la Silver Eco. Et puis aussi remercier la directrice du laboratoire, Martine Pitiou, qui m'a demandé au titre de l'ISM et au titre de la chaire Active Aging
de représenter le laboratoire dans le cadre de ce webinaire. Je la remercie beaucoup de sa confiance. Et nous allons parler de ce que nous faisons au sein de l'ISM et dans le cadre de la chaire Active Aging, à savoir des recherches et aussi des activités d'innovation autour des relations entre activité physique, vieillissement et nouvelles technologies. Alors, je veux juste dire quelques mots de cette chaire Active Aging. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais pour dire que c'est un gros projet partenarial qui s'étend sur 3 années, un projet dont les 2 partenaires principaux sont l'ISM et AG2R La Mondiale, mais qui associe d'autres acteurs. Il y a la région, il y a les entreprises, Prolexia, Axine, autour de la problématique du bien vieillir et du rôle des nouvelles technologies, réalité virtuelle, réalité augmentée, exergame, utilisation des robots mobiles pour la promotion de l'activité physique. Et notre préoccupation, c'est de comprendre comment on peut améliorer l'efficacité, l'attractivité, l'acceptabilité des programmes d'activité physique chez les seniors, notamment en utilisant les nouvelles technologies. Ça, c'est la partie recherche. Et puis aussi de proposer des solutions innovantes pour à la fois lutter contre le risque de chute, c'est un des programmes de la chaire, et préserver les ressources cognitives et motrices des seniors. C'est un autre programme, le tout étant lié par la question de l'acceptabilité, c'est-à-dire comment est-ce que ces solutions technologiques peuvent être acceptées par les publics que l'on vise. Et ça, c'est un 3e axe qui est également pris en charge par un collègue spécialiste des sciences humaines. Voilà. Et puis, on a aussi le projet de pouvoir diffuser ces connaissances. Ça, c'est en lien avec la faculté des sciences du sport, parce que cette chaire, elle est aussi localisée à la faculté des sciences du sport, pas seulement dans l'ISM. Et on n'a pas encore commencé à discuter de la façon dont on va le faire, mais en tout cas, ça fait partie des objectifs. Alors, commençons avec quelques constats. Bon, on sait que la durée de vie, l'espérance de vie augmente, et ce qui se traduit par le fait que de plus en plus de seniors souffrent des effets du vieillissement. On sait que la France est un des mauvais élèves de l'Europe pour l'espérance de vie sans incapacité. L'espérance de vie sans incapacité qui est le vrai point important, puisque évidemment, il ne suffit pas de vivre plus longtemps si on vit mal toute une partie de sa vie. Donc, il importe de vivre sans incapacité, ou en tout cas avec le moins d'incapacité possible. Et évidemment, ce qui complique le tableau, c'est que le vieillissement a des effets délétères, des effets négatifs sur les différents systèmes fonctionnels, ce qui se traduit par un déclin des capacités physiques, des capacités motrices, des capacités cognitives, une diminution de l'adaptabilité, des troubles de la mobilité, etc. Une prévalence au risque de chute. Ces effets négatifs du vieillissement sont accélérés par la sédentarité, et il se trouve que la majorité des seniors sont sédentaires, parce que les études montrent qu'à peu près 80% du temps de veille chez plus de 60 ans est occupé par des activités sédentaires, donc 4 heures en position assise. On comprend à partir de ces quelques éléments qu'il est important de stimuler les capacités cérébrales, cognitives, physiques et motrices pour aider à vieillir de façon optimale, ce qu'on appelle le bien vieillir, qui est remplacé aujourd'hui dans la littérature plutôt par le vieillissement optimal, c'est-à-dire faire le mieux qu'on peut finalement, sans jugement de valeur. Alors, cette question du vieillissement optimal, elle met l'accent sur l'importance de la prévention primaire. En effet, classiquement, quand on se préoccupe du vieillissement, on a plutôt tendance à se préoccuper des personnes fragiles et des personnes en perte d'autonomie. Et on se rend compte aujourd'hui, notamment avec l'importance que prend l'activité physique, on se rend compte de l'importance qu'il faut accorder à la prévention primaire, c'est-à-dire à ces seniors actifs et qui veulent le rester. Et on sait en fait que ces capacités d'activité sont largement influencées par les habitudes de vie,
et notamment par la participation régulière à des programmes d'activité physique. Et donc nous, dans la chaire, on s'intéresse à cette population qui est active, qui souhaite le rester, qui veut préserver ses capacités cognitives et motrices davantage qu'aux personnes fragiles ou aux personnes en perte d'autonomie. Alors, pourquoi on parle de vieillissement optimal? Simplement parce que on ne le savait pas jusqu'à il y a quelques années, ou en tout cas on l'a largement négligé. Le vieillissement préserve une partie de la plasticité de nos différents systèmes, et précisément la prévention par l'exercice s'appuie sur cette plasticité, hein, et l'exploite finalement pour atténuer les effets délétères du vieillissement. Ça se traduit par une vision beaucoup plus équilibrée aujourd'hui du vieillissement, alors même qu'il y a quelques années, on se centrait essentiellement sur les pertes et le déclin. Aujourd'hui, on sait que le vieillissement, c'est aussi des gains et c'est aussi des réorganisations, et que ces gains et ces réorganisations sont notamment stimulés par ce qu'on appelle l'environnement enrichi, c'est-à-dire à la fois le cadre de vie au sens large et plus particulièrement par les exercices systématiques, programmés, auxquels on peut se livrer de manière régulière dans sa vie quotidienne. Alors, effectivement, l'exercice systématique, c'est le moyen privilégié de prévenir le vieillissement cérébral, cognitif et moteur. Et donc, il importe pour nos seniors, même actifs ou sédentaires, et surtout les sédentaires, de promouvoir la participation régulière et durable à des programmes d'entraînement. Et cette prévention par l'exercice, elle repose sur 3 piliers, à savoir l'efficacité de ces programmes, évidemment, l'attractivité de ces programmes et aussi l'acceptabilité de ces programmes. Et donc, si l'on veut engager les seniors dans des habitudes de vie qui soient neuroprotectrices, qui soient bénéfiques pour leur santé et pour leur capacité fonctionnelle, eh bien, il faut être capable de proposer des programmes efficaces, attractifs et acceptables. Et c'est précisément ce à quoi on s'intéresse dans la chaire et dans les travaux que nous menons, en se posant la question de savoir si et comment les nouvelles technologies peuvent contribuer plus efficacement que les interventions conventionnelles à proposer des programmes efficaces, attractifs et acceptables. Alors, de quelle technologie parle-t-on? On va essentiellement parler de celles qui sont sur la partie droite de cette slide, à savoir celles qui sont utilisées classiquement pour l'entraînement cognitif, c'est ce qu'on appelle les jeux vidéo et les brain games, les jeux stimulation pour le cerveau. Ceux qui sont utilisés pour l'entraînement cognitivo-moteur, qu'on appelle classiquement les exergames, dans lesquels il y a plusieurs catégories. Et puis ceux d'apparition plus récente, qui sont en lien avec le fitness connecté. Je vais y revenir. Et je laisserai de côté les objets connectés, les trackers d'activité ou les applications qui permettent d'entraînement physique, qui est un peu autre chose que le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Alors, quand on parle des technologies pour l'entraînement cognitif, il faut savoir que historiquement, c'est finalement là où l'industrie des nouvelles technologies a d'abord jeté son dévolu, puisque jusqu'au début des années 2000, l'entraînement cognitif était considéré comme le seul moyen d'améliorer la santé cérébrale et les performances cognitives des seniors. Et donc, l'industrie du jeu vidéo a saisi cette opportunité pour promouvoir des solutions technologiques, soit très commerciales et dédiées au divertissement, soit plus spécialisées dans la stimulation cérébrale et cognitive pour l'entraînement cognitif. Et fait assez original et rarissime, en fait, cette utilisation des nouvelles technologies pour l'entraînement cognitif
a complètement divisé la communauté scientifique à tel point qu'en 2014, il y a eu deux groupes assez importants, l'un de à peu près 70 chercheurs et l'autre plus de 100 chercheurs, qui se sont écharpés dans la littérature et sur les réseaux sociaux pour dire les uns tout le bien qu'ils pensaient des effets positifs de ces nouvelles technologies pour l'entraînement cognitif, et les autres tout le mal qu'ils en pensaient, avec des enjeux commerciaux à la clé, à tel point que l'autorité de régulation aux États-Unis s'en est mêlée et a demandé à certaines entreprises en fait, de revoir un petit peu leur message marketing qu'elles trouvaient mensonger. Au jour d'aujourd'hui, les résultats sur l'utilisation des brain games et des video games pour l'entraînement cognitif restent controversés. Le résultat principal, c'est qu'on observe en effet des améliorations dans les jeux qui sont entraînés grâce à ces technologies, mais que les performances sont assez peu transférables. En tout cas, il y a peu d'effets dans la vie courante. Et c'est paradoxal parce que nos seniors, en fait, ils adorent ce genre de technologie parce qu'ils peuvent constater en fait des progrès très importants. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que ces progrès sont en grande partie limités aux conditions dans lesquelles ils ont été obtenus. Et donc, on en était là lorsque, au début, juste dire un mot justement sur les technologies pour la stimulation cognitive, face aux résultats relativement décevants de ces brain games et de ces video games, on voit aujourd'hui un autre type de technologie apparaître dans le champ de la silver economy, c'est celui de la réalité virtuelle. Il y a énormément de startups qui utilisent la réalité virtuelle avec le slogan qui consiste à dire que ça va permettre la stimulation cognitive, exactement comme les brain games et les video games. Cette efficacité est loin d'être avérée aujourd'hui lorsqu'on regarde finalement les revues et les méta-analyses les plus récentes qui s'accordent sur le fait qu'il y a un potentiel autour de la réalité virtuelle, mais en tout cas que la démonstration que la réalité virtuelle va pouvoir contribuer à l'amélioration transférable des capacités cognitives et plus généralement à la santé des seniors reste à faire. Alors, je disais donc que face à ces résultats relativement décevants ou tout au moins controversés, l'activité physique est venue donner en quelque sorte une bouffée d'oxygène à la réflexion, et le tournant en fait de cette situation, c'est la méta-analyse publiée au début des années 2000 par Kolcomb et Kramer, qui a marqué vraiment un tournant dans l'approche des relations entre exercice et cognition, parce que jusque-là, en fait, on ne se posait pas trop la question de savoir si le fait d'exercer le corps d'une façon ou d'une autre pouvait améliorer les fonctions cérébrales et cognitives. Et c'est ce que montrait cette méta-analyse, notamment à travers l'entraînement physique en endurance, qui produit des effets à la fois robustes et sélectifs sur la cognition. Sélectifs, c'est-à-dire ciblés essentiellement sur les fonctions exécutives qui permettent de contrôler finalement nos comportements, y compris nos comportements moteurs. Cette méta-analyse, en fait, a stimulé tout un tas de travaux qui se sont intéressés, donc là, plus seulement à l'entraînement cognitif, mais aux différentes formes d'entraînement physique, donc cardiovasculaire notamment, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'entraînement en endurance, mais également les entraînements de résistance musculaire, couplés ou non avec les entraînements d'endurance, et plus récemment, au début des années 2010, à l'entraînement des habiletés motrices complexes, dont il a été montré, finalement, toutes ces formes d'entraînement-là, il a été montré qu'elles améliorent, elles ont un effet, lorsqu'on les utilise séparément, sur les fonctions cognitives et sur les fonctions cérébrales également, et par contre-coup, finalement, sur le contrôle de nos habiletés motrices et des comportements moteurs.
On sait que, évidemment, les effets de ces entraînements dépendent des conditions d'exercice. Il y a énormément de travaux qui essayent d'identifier les modérateurs, finalement, de cette efficacité. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que, et c'est ce qui va permettre de faire le lien avec les exergames, c'est qu'aujourd'hui, au vu des effets séparés, finalement, de ces différents types d'entraînement, évidemment, l'idée, c'est de dire qu'il faudrait les combiner pour potentialiser leurs effets respectifs. Et ça, c'est une approche beaucoup plus récente qu'on voit apparaître notamment avec l'approche de l'évolution, et notamment le modèle proposé par Rechlen et Alexander en 2017, qui formalise les raisons pour lesquelles finalement l'activité physique et la cognition sont liées, ne peuvent pas s'envisager l'un sans l'autre. Et dans cette approche-là, l'interprétation, c'est que finalement le mode de vie a amené l'homme en fait à combiner en permanence différents types d'activités, et ce qui fait que lorsqu'il en est privé, comme dans le cas de la sédentarité, finalement, le fonctionnement du système est perturbé, et c'est à ce moment-là qu'on observe des effets délétères. Donc, la préconisation de cette approche-là, c'est bien d'associer l'activité physique et l'exercice cognitif, et c'est précisément ce à quoi s'attachent les études les plus récentes, qui distinguent deux types d'entraînement combiné. En fait, ce que les gens ont retenu de l'approche des neurosciences de l'évolution lorsqu'ils l'utilisent, en fait, c'est que il faut combiner la motricité et la cognition, et ça peut se faire de deux façons, soit en associant le physique et le cognitif, c'est-à-dire plutôt les efforts cardiovasculaires d'endurance avec les stimulations cognitives, et d'autre part le moteur et le cognitif, donc là c'est plutôt les habiletés motrices complexes avec le cognitif. Et donc à partir de là, on peut distinguer différentes formes de combinaisons, soit séquentielles, c'est-à-dire que les choses sont organisées dans un ordre mais séparé, d'abord l'activité physique, puis la cognition, par exemple, soit de manière simultanée, c'est-à-dire en couplant, en combinant les stimulations cognitives et les stimulations physiques. Et là, on distingue, et on va y revenir, deux formes d'entraînement, l'une qui s'apparente en fait à de la double tâche, et certains auteurs ont appelé ça le thinking while moving, et une autre forme d'entraînement qui est beaucoup plus intégrée, qui inclut en fait la cognition dans le mouvement, dans l'immersion dans l'environnement, que ces auteurs ont appelé le moving while thinking. Et on va voir, en fait, même si c'est jamais formulé comme ça dans la littérature, que les exergames, à travers l'utilisation des nouvelles technologies, doivent ou devraient permettre d'opérationnaliser une ou plusieurs de ces différentes modalités d'entraînement. On va voir que dans la réalité, c'est plutôt thinking while moving, et que ça ne va pas sans poser un certain nombre de problèmes, et c'est là-dessus que je veux discuter un petit peu maintenant. Alors, quel est l'intérêt précisément des exergames? Eh bien, c'est que d'une part, du point de vue de l'efficacité, il combine cognition et motricité, et on vient de voir que les modèles théoriques le préconisent. Et puis, d'un autre côté, eh bien, il conjugue, et on a vu que c'était important pour engager les seniors dans des habitudes de vie positives, il conjugue efficacité et attractivité, sous réserve d'acceptabilité, évidemment. C'est donc les trois piliers que l'on retrouve ici, efficacité, attractivité et acceptabilité. Et donc, normalement, les exergames devraient appliquer les principes d'efficacité issus des travaux sur l'entraînement conventionnel, en utilisant les principes du game design, qui sont précisément ce qui permet de créer des scénarios attractifs et engageants, tout en rendant ces solutions acceptables par les seniors. Et ça se fait en général avec les démarches de design thinking, de conception centrée utilisateur, c'est-à-dire où on construit des solutions, où on co-construit finalement les solutions avec les publics cibles.
Alors, ce constat nous amène à une première question, à savoir de déterminer si effectivement les exergames sont attractifs. Et là, on peut se référer à une revue récente qui a comparé les interventions conventionnelles et celles utilisant les exergames du commerce, essentiellement les Wi-Fi et les Xbox Kinect, du point de vue de l'adhésion, c'est-à-dire du taux de participation et du maintien de l'activité à 12 mois. Et cette revue montre qu'en effet, les seniors trouvent les exergames plutôt plaisants et motivants. Ils déclarent plutôt vouloir continuer à les utiliser à la fin du programme. On constate aussi, et ça c'est assez constant, même avec les interventions conventionnelles, que lorsque les programmes sont supervisés par un intervenant, l'adhésion est forte et dans ce cas, la différence avec les programmes conventionnels est relativement faible. Ça suggère en fait que ces nouvelles technologies doivent être utilisées avec une supervision et pas uniquement de manière autonome. Pourquoi? Parce que précisément, lorsque les programmes ne sont pas supervisés et qui sont réalisés à domicile, là, la différence est beaucoup plus marquée au bénéfice des exergames. En revanche, que ce soit les entraînements conventionnels ou les exergames, on constate que le taux de maintien à 12 mois reste assez faible, ce qui est le vrai problème finalement de l'engagement durable. Donc, ces exergames, en général, ils sont jugés attractifs. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont acceptés sur le long terme. La raison, c'est que ces produits commerciaux, en fait, sont pas construits pour les seniors, donc ils sont assez difficilement utilisables de manière autonome. Mais il peut y avoir d'autres facteurs, comme nous l'avons montré dans cette belle publication dont le premier auteur est Nicolas Mascret, notre collègue qui travaille avec nous sur l'acceptabilité de ces technologies, montrant que l'utilité perçue de ces technologies est évidemment un facteur extrêmement important et pas seulement le plaisir perçu. Alors, ce qui nous intéresse aussi, et en premier lieu ici, en tout cas, c'est est-ce que ces exergames sont efficaces? Ça, c'est une grande question. Alors, si on regarde, donc on va regarder un petit peu les différents types d'exergames. J'ai dit qu'il y a différentes formes d'entraînement combiné. Les exergames, d'une certaine façon, ils reprennent ces différentes formes d'entraînement combiné. Et donc, il y a déjà ceux qui combinent l'effort physique et la cognition. Donc, typiquement, ce sont ce qu'on appelle les cybercycles, hein, c'est-à-dire ces vélos qui sont équipés d'un environnement de réalité virtuelle, ou en tout cas un environnement de scénarios digitaux, qui permettent soit en fait de pédaler de manière passive dans un environnement, c'est ce qu'on appelle les virtual tours, ou de jouer de manière interactive en attrapant des choses qui passent, ou en poursuivant des bestioles et des dragons notamment, et en essayant de marquer des points. Et il y a pas mal d'études là-dessus qui comparent en fait le pédalage classique avec, c'est-à-dire sans environnement, avec un pédalage dans un environnement soit virtuel passif, soit un environnement dans lequel on joue. Et là, les résultats sont assez encourageants, puisqu'ils montrent que, en fait, pour des niveaux d'effort équivalents, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que parfois, les exergames entraînent des niveaux d'effort plus élevés que le pédalage classique. Mais en tout cas, même lorsque les niveaux d'effort sont équivalents, eh bien, pour les gens qui ont pédalé en interagissant, ou en tout cas plutôt dans des environnements virtuels, même passifs, en fait, on observe des effets positifs sur la cognition, et notamment des concentrations de facteurs neurotrophiques plus élevées que dans le pédalage classique, ce qui peut expliquer en partie en fait
les effets sur la cognition à travers la stimulation, la facilitation de la plasticité cérébrale. Donc, ça nous amène en fait à penser que cette combinaison à travers ces solutions technologiques, cette combinaison de sollicitation physique et cognitive permet de meilleurs effets, à des bénéfices plus importants que les entraînements classiques. Alors, c'est aussi le cas des exergames qui combinent motricité et cognition, bien qu'ils jouent sur d'autres mécanismes, parce que en règle générale, ces exergames à base d'habileté motrice complexe, entre guillemets, dont la Wi-Fi est le prototype, mais il y en a d'autres. Un des anciens, c'est un qui s'appelle le Dance Dance Revolution, qui est un exergame de stepping. Eh bien, ces programmes-là, ils sont, en général, ils requièrent une dépense énergétique relativement limitée, donc une intensité plutôt light, de sorte que certains en fait les combinent avec des exercices d'endurance. Mais en tant que tel, en fait, quand ils sont utilisés au niveau d'activité physique qui leur correspond, eh bien, certaines études rapportent des effets positifs, notamment sur le contrôle de l'équilibre, certaines sur les fonctions cognitives. C'est le cas de l'étude de Mayo, qui est très citée, qui est une des premières. Mais quand on regarde la revue de questions assez récente de Lofer et collaborateurs, ils concluent, eux, que des recommandations définitives ne pourront être faites que quand des études supplémentaires avec des protocoles un peu plus affinés auront été effectuées. Alors, bon, en fait, dans cette littérature sur les exergames, elle est assez trompeuse parce qu'elle s'intéresse essentiellement aux effets des exergames sans se poser la question de la comparaison avec d'autres interventions. Or, évidemment, compte tenu de ce que ça coûte et de l'énergie qu'il faut pour construire ces exergames, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'ils sont plus efficaces que les interventions conventionnelles? Parce que le fait de s'exercer avec un exergame, que ça ait des effets quelque part, c'est absolument pas surprenant. En revanche, la vraie question, c'est est-ce qu'ils sont plus efficaces que les interventions conventionnelles, notamment les interventions conventionnelles qui combinent cognition et motricité, et même les interventions d'entraînement cognitif utilisant les nouvelles technologies. Or, il y a très peu, en fait, la réponse à cette question, on ne l'avait pas jusqu'à une période, jusqu'à cette année, en fait. Il y a deux revues, dont une qui vient de sortir et qui compare, en fait, les effets des exergames à ceux observés dans les interventions classiques, et notamment celles qui utilisent la combinaison en double tâche, et qui montrent en fait que les bénéfices des exergames ne sont pas supérieurs à ceux observés dans ces interventions classiques de double tâche. Alors, malheureusement, on manque encore d'études comparatives suffisantes pour valider cette conclusion, mais en tout cas, en l'état actuel, elle est plutôt décevante. Et donc, évidemment, la question qu'on doit se poser, c'est comment est-ce qu'on peut expliquer ces résultats relativement décevants? Comment il se fait qu'on n'a pas, comme ça, une supériorité vraiment avérée des exergames sur les interventions classiques? Ça tient essentiellement, en grande partie, à la manière dont les études ont été construites, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de croyance implicite de la communauté scientifique dans la toute-puissance de la technologie, comme s'il suffisait finalement de placer les gens dans des environnements comme ça virtuels pour que ça produise des effets magnifiques, sans se préoccuper des principes finalement qu'on doit utiliser pour rendre ces technologies efficaces. L'autre facteur qui empêche les conclusions fortes, c'est qu'en fait, il n'y a pas de protocole standardisé. C'est une multitude de protocoles très différents qui empêchent en fait de comparer les études entre elles et qui rendent la tâche des revues et des méta-analyses extrêmement compliquée et qui facilitent en fait toutes les études un peu pas objectives, parce que dans cette littérature, on peut toujours
trouver une ou deux ou trois études sur lesquelles on va s'appuyer pour dire finalement, c'est des effets positifs. Quand on regarde sur l'ensemble, en fait, il est très difficile de conclure. En fait, la plupart des études sont réalisées sans modèle théorique, en utilisant les produits du commerce qui sont faits essentiellement pour le divertissement et pas pour la recherche. Et par exemple, dans l'étude récente là, de la bande de Anderson-Hanley, plusieurs études, eux, ils ont en fait repris le cybercycle en construisant un environnement virtuel associé à ce cybercycle qui soit plus interactif et plus construit à partir des principes de la recherche. Et ils montrent, en fait, en comparant le virtual tour, le jeu commercial et leur jeu qui a été construit avec des bases scientifiques, évidemment, c'est le jeu construit avec des bases scientifiques associées au pédalage qui produit les meilleurs effets. Une autre explication qui a ma faveur personnelle, c'est qu'en fait, alors c'est difficile de le savoir, mais la revue de Gallou et collaborateurs vient accréditer cette hypothèse, c'est que en fait, la plupart des exergames du commerce en fait, combinent la motricité et la cognition sous la forme d'entraînement en double tâche. Et donc, à la fin, ce n'est pas étonnant, finalement, qu'ils soient pas plus efficaces que les entraînements en double tâche, parce que c'est simplement un moyen de proposer un autre entraînement en double tâche. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si on ne doit pas envisager finalement des exergames qui soient d'une autre nature, c'est-à-dire qui proposent des formes d'entraînement qui ne soient pas de la double tâche, mais qui soient autre chose, c'est-à-dire, vous vous souvenez, cette forme d'entraînement de type moving while thinking, c'est-à-dire beaucoup plus multimodale et beaucoup plus immersive, comme le suggèrent le modèle de Rechstein et Alexander, si on le prend au pied de la lettre, c'est-à-dire que eux, s'appuyant sur les neurosciences de l'évolution, ils montrent qu'en fait, ce qui fait l'efficacité finalement, ou ce qui fait l'essence du lien entre cognition et motricité, c'est précisément la multimodalité, le fait d'être comme ça immergé dans l'environnement et de devoir utiliser sa cognition pour résoudre des problèmes dans l'environnement et pas seulement pour ajouter des tâches en plus de ce qu'on est en train de faire qui n'ont rien à voir finalement avec ce qu'on est en train de réaliser. C'est-à-dire que la vie en vrai, au cours de l'évolution, et notamment à travers l'activité du chasseur-cueilleur, c'est une cognition incarnée et immergée dans l'environnement. Et peut-être en fait que c'est ça qu'il faut reproduire dans les exergames du futur si on veut les rendre vraiment efficaces. Alors, ce qui me fait pencher pour cette hypothèse, c'est que on voit aujourd'hui dans la tendance, alors ce n'est pas chez les seniors, mais c'est dans la tendance de ce qu'on appelle l'activité physique connectée ou le fitness connecté, on voit apparaître aujourd'hui des exergames de nature complètement différente qui sont portés par des startups innovantes qui viennent d'ailleurs, certaines d'entre elles viennent de se regrouper pour créer une association qui a pour but de révolutionner en fait le sport en proposant des compétitions et des ligues de fitness connecté, c'est-à-dire combinant le e-sport et l'activité physique. Et il y a fort à parier qu'on va voir dans les années qui viennent, en fait, au même titre que le e-sport, ces exergames devenir en fait quelque chose de... voilà le genre de choses, on va y revenir. Voilà le genre de choses vers lequel on s'oriente. Alors, je vais vous en montrer d'autres ici.
Donc ça, c'est un dispositif qu'on vient d'acquérir dans le cadre de la chaire, qu'on va utiliser pour le comparer à d'autres types d'interventions. Donc, vous voyez, c'est quand même complètement autre chose que la Wii Fit. The playful workout increases your physical and cognitive skills. To maximize your fitness results, it adapts to your performance while you enjoy the most engaging and motivating experience. Beat your own high score or challenge your friends. On peut jouer à plusieurs, donc ça préserve les interactions sociales. Donc, il y en a une autre qui est créée par une boîte française. Voilà, donc ça, c'est la tendance. Et, ces nouveaux exergames, en fait, correspondent beaucoup plus à ce qu'est l'esprit des modèles, notamment issus des neurosciences de l'évolution, et notamment parce qu'ils permettent, en fait, de jouer davantage sur les effets de l'exercice cardiovasculaire, dont on sait qu'il est finalement la première condition pour pouvoir mettre le système cérébral et cognitif dans une situation de plasticité potentielle. Et donc, on a là des systèmes qui permettent en fait d'engager les gens dans des situations très, très motivantes, très interactives, avec des niveaux à la fois d'habileté motrice requise et des niveaux d'effort très, très élevés. Et donc, mon hypothèse, ou en tout cas ce sur quoi je pense qu'il faut travailler dans les années qui viennent, en fait, c'est de l'adaptation de ce genre d'exergame pour les seniors. Et évidemment, ça ne sera pas exactement ce que je viens de montrer là, mais en tout cas, c'est les principes qui sont derrière, en termes d'efficacité, en termes d'attractivité et évidemment d'acceptabilité. Ça ne pourra pas être les mêmes environnements. Peut-être ça sera des environnements de cueillette de champignons ou de balade dans les bois, auxquels on rajoutera des sons, des odeurs, etc., pour avoir des environnements qui soient, on va dire, à 360 degrés. Mais en tout cas, selon moi, c'est vers ça qu'il faut tendre. Et juste pour illustrer, je voudrais vous montrer en fait le genre d'exergame qui sort aujourd'hui des laboratoires, qui sont validés scientifiquement. Donc celui-là, c'est un exergame qui sort de Nice. Il n'y a rien contre les collègues de Nice, mais c'est juste pour faire la différence entre ce que je viens de vous montrer et ce qu'on a aujourd'hui sorti des laboratoires validés scientifiquement. Là, évidemment, ça s'adresse à des patients. Donc, mais dans l'étude qu'ils ont réalisée, ils l'ont testé aussi chez des seniors actifs. Donc, voilà le genre de motricité qu'on sollicite dans les exergames qui sortent des laboratoires. Donc, c'est simplement des jeux cognitifs, si vous voulez, qui sont faits à motricité minimale. On peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il y a de plus qu'à appuyer sur un joystick ou sur des boutons dans ce genre de solution, comparativement à ce que j'ai montré juste avant. Donc, si on prend au sérieux les principes et les connaissances qui sont issues des travaux sur l'entraînement combiné, il me semble que ce n'est pas à ça qu'on devrait arriver. Voilà. J'en reste là.
je veux bien répondre à toutes les questions. Le propos était un poil provocateur sur la fin, c'était volontaire. On peut être plus mesuré, ou en tout cas, je peux pondérer à partir de ce qui existe aujourd'hui dans la littérature. Tu reprends la main là ou... Est-ce qu'il y a des questions que vous voulez poser à M. Tamprado? Bon, j'ai coupé le micro, donc si tu me dis la question, après je réponds. Personne n'a de questions à poser? Il faut les questions par SMS. Bon, il n'y a même pas les copains qui posent une question, c'est pas sympa. Ah, bon, allez, je vais me lancer, je vais quand même poser une question. Vous m'entendez ou pas? Mais il faut que je la lise? Ah, Non, parce que je ne la vois pas, moi, il faut que tu me la dises. Non, mais allez-y, oralement. oralement, je peux. Par rapport à. Effectivement, c'est très intéressant, hein, c'est Exergame, etc. Oui, je connais un je peu. n'entends pas la question. Là, on entend là? Ah. Alors moi j'entends très bien la question, mais visiblement Jean-Jacques non. Alors je ne sais pas pourquoi. Là, c'est bon, là, ou pas? Oui, oui. Ouais, enfin moi j'entends très bien. Donc, Ouais, donc ça ne vient pas de moi, alors. Non, non. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Ou alors c'est... Oui, ça c'est ton haut-parleur qui est pas... Ah, c'est bon, il faut y aller. Donc oui, moi, alors, c'était très intéressant, hein, c'est des choses que je connais un peu, j'enseigne aussi en licence de neurosciences. Moi, en fait, j'avais une petite question, un peu plus, on va dire, neuro. Quand on fait ces exergames, est-ce qu'on a couplé à des IRM pour voir un peu s'il y avait eu une amélioration au niveau de l'activation des structures cognitives, par exemple du système limbique? Est-ce qu'il y a des données neuroanatomiques, au fait, qui ont été couplées qui ont été couplées à ces études et qui ont mesuré l'impact de l'exercice, au fait? Alors, à ma connaissance, en tout cas, si je me réfère à la revue de Stojan et Volker-Reag, en fait, il y a 4 études à l'heure actuelle qui ont utilisé des mesures électrophysiologiques ou hémodynamiques couplées avec les exergames, montrant, mais ce n'est pas surprenant que évidemment, quand on pratique les exergames, il y a des modifications d'activité, soit sur la sécrétion des facteurs neurotrophiques, soit au niveau électrophysiologique et hémodynamique, mais c'est juste en fait des descriptions de ce qui se passe quand on pratique. Il n'y a pas beaucoup d'études sur les aspects de neuro, et il n'y en a surtout pas qui comparent en fait ce qui se passe dans les interventions conventionnelles, notamment les vidéogames sans activité physique, par exemple, ou les brain games et les exergames. Donc ça, aujourd'hui, la littérature, elle est relativement pauvre là-dessus, mais ça paraît assez évident que de toute façon, s'il y a des effets sur les fonctions cognitives, c'est que ça s'implémente quelque part, et là où ça s'implémente, c'est évidemment dans les structures cérébrales, ou en tout cas dans tout ce qui sous-tend la plasticité cérébrale.
Mais vous aurez vite fait le tour. Il n'y a que 4 études là-dessus. Il suffit d'aller dans la revue de Stojan en 2019 et vous allez les identifier. D'accord. Merci. Il y a une seconde question de Guillaume Rao. Est-ce qu'il est possible et envisageable de voir des entraînements hors les murs? Guillaume, qu'est-ce que tu entends par hors les murs? En fait, ces exergames, initialement, ils étaient faits pour être portables et pour être utilisés à domicile. En fait, le problème, c'est que les entraînements non supervisés à domicile sont les moins efficaces et ceux qui sont les moins suivis dans la durée. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est effectivement, est-ce qu'il vaut mieux pas rapatrier les gens dans des environnements qui sont designés exprès pour ce genre de pratique que de les laisser chez eux? C'est la tendance du fitness connecté, c'est-à-dire que ce que je vous ai montré sur ces exergames qui envahissent les salles de fitness, c'est de rendre les salles de fitness classiques obsolètes pour attirer des gens qui viennent pratiquer dans ces environnements virtuels et dans ces environnements connectés. Moi, je fais le pari que dans les 10 ans qui viennent, comme les seniors, de toute façon, les futurs seniors, c'est les jeunes d'aujourd'hui qui sont complètement digital natives, je ne vois pas pourquoi, dans le futur, ces gens-là ne seraient pas intéressés par ce type d'environnement. Voilà. Ok, ben merci à tous et on va passer à Lourdes Mounien. D'accord, ouais. Ok. Donc là, ça va. Ok. Donc, bonjour à tous. Donc, merci d'être là, hein, malgré les conditions. Donc, tout d'abord, je tenais à remercier toute l'équipe du Carnot Star, et en particulier Lisa Demissante, Serge Monneret, pour m'avoir invité à faire cette présentation dans le cadre de la semaine Silver Echo. Alors, moi, je suis maître de conférence, chercheur en physiologie, neurosciences et nutrition à Aix-Marseille Université. Mon labo de recherche est le C2VN, donc Centre de recherche en cardiovasculaire et nutrition, qui fait partie donc de l'Institut Carnot. Et moi, aujourd'hui, je vais vous présenter je vais vous faire une présentation en fait sur les effets de notre alimentation sur notre cerveau. Comme je vous ai dit, je suis très porté nutrition et neurosciences. Et en particulier, je vais faire un focus sur les liens qu'il y a entre les maladies neurodégénératives et le déclin cognitif associé au vieillissement et la nutrition. Donc, je vais prendre quelques exemples pour vous illustrer un peu ces aspects et je vais vous présenter un peu tout ce qui est un peu aspect théorique par rapport à ces notions de nutrition et de lien avec les maladies neurodégénératives. Alors, je vous en parlerai un peu plus après, mais vous savez tous que les nutriments, c'est important pour tout ce qui est aspect énergétique, pour notre fonctionnement physiologique. Et ces dernières années, en fait, on s'est aperçu que les nutriments étaient très importants. Lourdes? Oui. Pour l'instant, je ne vois pas ton partage d'écran là. J'imagine qu'on est tous dans le même cas. On l'a vu tout à l'heure et là, on ne le voit plus. Voilà, ça y est. Ah, donc, bon. ouais. Donc, au début, on ne l'avait pas. Donc, s'il y a des choses sur lesquelles tu veux revenir, n'hésite pas. Ouais, non, bah non, voilà, il y a voilà. juste Ok, ça va. diapo de présentation, donc ça va. Donc, d'accord, on va rentrer. Je vais recommencer un peu. Alors, donc, comme je vous disais, les nutriments, tous les aspects nutritifs sont importants pour tout ce qui est aspect énergétique, notre physiologie. Et on sait que depuis un certain nombre d'années, on sait que les nutriments sont des éléments essentiels pour le fonctionnement du cerveau ainsi que son développement. En particulier, je pense que vous connaissez un peu tous ces exemples liés aux oméga 3 qui sont importants pour la transmission synaptique. Et il y a également d'autres exemples, d'autres études qui ont montré vraiment l'impact important de la nutrition sur notre cerveau. Et je pense que vous avez peut-être déjà entendu parler de ces études où on montrait que la DHA, donc alors c'est l'acide docosahexaéonique,
qui est en fait un acide gras oméga 3 polyinsaturé le plus abondant, et il a été montré qu'il était important pour l'encéphalisation, c'est-à-dire le développement en particulier du cortex préfrontal. Et le cortex préfrontal, en fait, c'est une structure qui est extrêmement importante. Donc, ça fait partie du système limbique. C'est une structure qui est très importante pour les interactions avec les autrui, pour la gestion de nos émotions, etc. Et donc, en fait, la DHA était importante chez l'homme, chez l'hominidé, pour le développement de ce cortex préfrontal. Vous avez également d'autres exemples où il a été montré qu'une... Donc ça, c'est le graphique. Est-ce qu'on voit ma flèche, ma souris, c'est bon? Je pense qu'on la voit. Vous voyez sur le graphique de droite, ici, en fait, il a été montré que la consommation de poissons riches en oméga 3 était corrélée à la prévalence d'apparition de dépression. Donc, on pouvait voir sur ce graphique que des pays comme le Japon, qui sont réputés pour consommer des poissons riches en oméga 3, bien la prévalence de la dépression, l'apparition, le taux de dépression dans la population générale était moins important que des pays tels que l'Allemagne. Donc là, les liens, comme je vous dis, sont entre nutrition et cerveau, fonctions cognitives sont assez connus. Toujours dans la généralité, puis un peu pour préciser quelques notions que je pense beaucoup ont, et peut-être que certains n'ont pas, mais ce n'est pas grave. Donc, je vais un peu vous expliquer très rapidement ces aspects-là. Alors, quand on mange, donc effectivement, on mange des aliments donc qui vont être dégradés lors de la phase de digestion en nutriments. Et ce sont ces nutriments qui seront utilisés par notre organisme. Dans les nutriments, vous avez les macronutriments, donc on place les macronutriments, qui sont les protéines, les graisses, lipides et les sucres, pour simplifier. Puis vous avez les micronutriments, comme les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments. Et l'ensemble de ces nutriments, en fait, ont un rôle extrêmement important dans différents aspects. Ce sont des sources d'énergie, en particulier les lipides, les glucides, sont importants pour la croissance et le développement des tissus et pour la régulation métabolique. Et en fait, un déséquilibre de l'apport de ces différents nutriments peut conduire à des pathologies comme l'obésité. Donc, dans notre laboratoire, on travaille beaucoup là-dessus. Et en particulier, on travaille sur les micronutriments de type vitamine. On a beaucoup de projets qui tournent autour de la vitamine D et l'impact des carences en vitamine D ou sur l'apparition de maladies métaboliques, par exemple. Et un autre aspect qui est également important au niveau de ces nutriments, comme je vous ai dit, c'est qu'ils sont essentiels pour le bon fonctionnement de notre cerveau. Et en particulier, ils sont importants parce qu'ils vont réguler différents types de comportements, différentes fonctions qui sont portées par le système nerveux, et en particulier le comportement alimentaire. Alors ça, c'est un vaste sujet que je connais très bien puisque je travaille là-dessus, qui implique des structures du cerveau qui vont être sensibles aux variations des différents nutriments périphériques. Donc, ces différents nutriments périphériques, en particulier les lipides, les glucides, vont informer le cerveau des réserves énergétiques. Et donc, au niveau du cerveau, vous allez avoir mise en place d'une réponse. Donc, il y aura une détection au niveau de structures comme l'hypothalamus ou le tronc cérébral, et il y aura mise en place d'une réponse pour permettre un bon équilibre de notre balance énergétique pour éviter d'aller sur des pathologies comme l'obésité ou l'anorexie. Nous, aujourd'hui, ce qu'on va voir en particulier, essentiellement, et qui est en lien en fait à l'aspect lié au vieillissement, ce sont les aspects cognitifs et les maladies neurodégénératives. Et donc, je vais vous présenter à travers quelques exemples de la littérature et des études qu'on a fait aussi dans notre laboratoire, comment les nutriments peuvent agir sur le déclin cognitif et l'apparition de maladies neurodégénératives associées au vieillissement. Alors, les maladies neurodégénératives, comme je vous ai dit, sont associées à l'âge, au vieillissement. Il y en a plusieurs, il y a de nombreuses maladies neurodégénératives. Il y en a qui sont emblématiques, et c'est sur celle-là que j'ai un peu plus insisté, c'est la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Je pense que ce sont des maladies que vous connaissez.
Juste pour rappel, donc, je vous ai mis les nombres de cas en France. Donc, vous voyez, ce sont vraiment les deux maladies qui sont en tête un peu des maladies neurodégénératives. Vous en avez d'autres aussi que vous connaissez peut-être, la maladie de Creutzfeldt-Jakob et la dégénérescence cortico-basale. Donc, ils sont aussi d'autres maladies. Et moi, lors de ce topo, de ce talk, je vais surtout vous parler de la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Alors, la maladie d'Alzheimer, juste pour placer un peu les symptômes, hein, je pense que vous connaissez, hein, ce sont les troubles de la mémoire qui apparaissent donc avec l'âge, altération de la pensée, du jugement, langage, donc changements comportementaux. Et les zones du cerveau qui sont touchées, principalement, ce sont le cortex, l'hippocampe et le tronc cérébral, qui assurent donc des fonctions cognitives, des fonctions végétatives importantes. Quant à la maladie de Parkinson, au fait, alors, au niveau des symptômes, donc le symptôme qui est vraiment le plus visible, hein, c'est le tremblement des membres au repos, ralentissement de la vitesse d'exécution des gestes, et il y a une raideur musculaire, une diminution de la mobilité, etc. Et en fait, cette maladie, elle est liée à la dégénérescence des neurones dopaminergiques de la substance noire qui explique l'ensemble de ces symptômes. Donc aujourd'hui, on va, dans cette présentation, je vais donc vous dire quelques mots sur ces maladies et les liens qu'il y a avec la nutrition et ces maladies. Avant ça, juste un peu de biologie, de physiologie, et vous expliquer un peu les causes de ces maladies. Alors, il y en a, elles sont multiples, hein. Il y a des causes génétiques, il y a plein de facteurs. Il y a 3 causes principales que je vais présenter aujourd'hui, en particulier l'impact de l'alimentation sur ces causes. Alors, la première cause est celle qui constitue un pan de la recherche important sur ces maladies neurodégénératives, c'est l'agrégation toxique de protéines. Donc, je vais vous présenter ça juste après, je vais vous expliquer ce que c'est. Puis, vous avez le stress oxydant qui est extrêmement important et la neuroinflammation. Donc, je vais vous évoquer rapidement ces notions pour un peu vous expliquer et vous présenter un peu des résultats qui mettent en lien l'effet de la nutrition sur ces différentes causes à l'origine de ces maladies neurodégénératives. Donc, voilà un schéma un peu qui vous illustre ce que je viens de vous dire, hein. Donc, là, c'est l'exemple d'Alzheimer, au fait, hein. Donc, l'âge est associé avec l'apparition d'Alzheimer, hein. Donc, c'est une maladie qui apparaît avec l'âge. Et à côté donc, de ces agrégations de protéines qui peuvent conduire à ces maladies neurodégénératives, on sait que une alimentation déséquilibrée, qui peut conduire à de l'obésité, va induire l'inflammation, le stress oxydatif, donc le stress oxydatif, qui peuvent donc conduire à une neurodégénérescence de neurones. Donc, on va voir un peu plus en détail ces mécanismes et comment en fait la nutrition va agir sur ces différents paramètres, en particulier l'inflammation, le stress oxydant, qui peuvent être des cibles de nutriments de notre alimentation et qui peuvent ainsi être modulés et agir sur l'apparition de la maladie d'Alzheimer ou même de Parkinson. Alors rapidement, une des causes les plus étudiées et qui est des causes principales, ce sont l'agrégation toxique de protéines. Alors juste pour rappel, pour les non-biologistes, hein, vous savez, les protéines sont formées à partir de l'ADN, de l'ARN messager, on a des protéines. Et ces protéines vont subir des modifications structurelles. Et il apparaît que des fois, il peut arriver que ces protéines, en fait, vont mal être formées, vont avoir des problèmes de repliement, vont avoir des problèmes de structuration qui vont faire qu'elles deviennent, entre guillemets, toxiques. Et ces protéines qui sont mal formées peuvent conduire à différents mécanismes qui vont induire les maladies neurodégénératives. En particulier, vous pouvez avoir des agrégats intranucléaires, c'est-à-dire que ces protéines vont former des agrégats qui vont se tanker comme ça dans les noyaux des neurones, qui va conduire à leur mort. Vous avez également des agrégats intracytoplasmiques.
Alors, c'est par exemple, c'est l'exemple de la protéine Tau, en fait, hein, qui va s'accumuler de manière anormale dans les neurones et qui va conduire à la neurodégénérescence. Donc, la protéine Tau qui est à l'intérieur des neurones donc, va former des agrégats intracytoplasmiques et ça va conduire donc à des maladies, à la neurodégénérescence, à la dégénérescence du neurone. Vous avez également des agrégats extracellulaires. Alors, c'est l'exemple de la plaque bêta-amyloïde dans le cas de la maladie d'Alzheimer ou les corps de Levy dans le cas de la maladie de Parkinson. Donc, vous avez ici des photos qui illustrent un peu mes propos, où là, vous avez effectivement ici en C des corps de Levy qui sont à l'intérieur des neurones. Ici, vous avez pas à l'intérieur des neurones, à l'extérieur des neurones. Et vous avez ici des plaques séniles, ce qu'on appelle les plaques bêta-amyloïdes autour des neurones. Et ces agrégats extracellulaires de protéines vont empêcher le bon fonctionnement des neurones et conduire à leur neurodégénérescence. Moi, ce que je vais beaucoup, les deux causes sur lesquelles je vais beaucoup insister surtout, il faut savoir que les trois causes, hein, les stress oxydants, l'agrégation de protéines et la neuroinflammation sont extrêmement liées. Moi, je vais beaucoup parler du stress oxydant et de la neuroinflammation. Alors peut-être que le stress oxydant, vous ne connaissez pas, donc pareil, je vais vous dire quelques mots sur le stress oxydant et je vais vous illustrer après l'effet des nutriments sur ce stress oxydant. Alors, juste pour rappel, hein, le stress oxydant, ça correspond à la formation de radicaux libres, ce qu'on appelle des radicaux libres oxygénés dans la cellule. Et ces radicaux libres oxygénés peuvent être formés à partir de la mitochondrie. Donc, la mitochondrie, c'est un peu l'usine, la centrale nucléaire de la cellule. Elle produit de l'énergie, sauf que cette production d'énergie va entraîner la formation de ces radicaux libres qu'on appelle également des ROS. Et ces ROS peuvent avoir, s'ils sont produits en excès, avoir un effet néfaste sur la cellule. Et en particulier, ça peut entraîner des dégâts sur l'ADN. Et comme vous pouvez imaginer, des dégâts sur l'ADN, ça peut entraîner la mort de la cellule et dans le cas du cerveau, de la neurodégénérescence. Et donc, en fait, ce stress oxydant, en fait, il est équilibré. Il y a un équilibre de ce stress oxydant qui va être régulé par qui correspond en fait à un équilibre entre les protéines, entre les molécules qui sont oxydantes et les antioxydants. Et s'il y a un déséquilibre de cette balance, eh bien, on peut avoir des pathologies qui peuvent être donc la neurodégénérescence. Donc, vous allez avoir donc, les espèces réactives, hein, ce qu'on appelle, comme je vous ai dit, les ROS, qui peuvent être donc surproduits dans certains cas, les facteurs environnementaux qui peuvent produire de l'oxydation excessive et qui donc prennent le dessus sur les antioxydants qui sont connus. Hein. Donc, on a des enzymes dans notre organisme, dans les cellules, qui ont un rôle d'antioxydants qui sont normalement actifs pour permettre cet équilibre du stress oxydant. Et il peut y avoir un dysfonctionnement à ce niveau-là. Et vous avez également, comme je vous ai dit, comme je vous ai un peu déjà évoqué, des éléments apportés par l'alimentation, comme la vitamine C, le zinc ou les séléniums, qui sont en fait des antioxydants présents dans l'alimentation et qui peuvent contrebalancer l'effet des oxydants. Donc, en fait, les antioxydants sont donc des molécules qui vont empêcher ou qui diminuent en fait, l'oxydation des molécules. Par exemple, au niveau de la mitochondrie, par exemple, on sait que la vitamine E séquestre ce qu'on appelle les radicaux libres pour diminuer cette production d'éléments oxydants. Et donc, vous allez avoir des systèmes qui sont enzymatiques, des systèmes non enzymatiques, et les différents micronutriments, les nutriments, le zinc, le cuivre, etc., vont agir sur ces différents systèmes antioxydants qui existent dans la cellule pour permettre une bonne balance du stress oxydant. Donc ici, je vous ai indiqué des antioxydants alimentaires qu'on retrouve dans l'alimentation et qui sont donc capables de diminuer ce stress oxydant, parmi lesquels vous avez la vitamine E, comme je vous ai dit, la vitamine C, les bêta-carotènes, donc qui sont des micronutriments présents, par exemple, dans la carotte, le sélénium présent dans
poissons ou les crevettes. Et donc, ces oligo-éléments et ces micronutriments, ces vitamines, sont capables, du coup, d'agir comme des éléments antioxydants. Vont donc diminuer ce stress oxydant au niveau des cellules et donc préserver, pour aller un peu plus loin, les neurones de la neurodégénérescence. Vous avez également un élément qui est important sur lequel je vais revenir après, c'est le resveratrol, qui est un polyphénol et qui a un fort potentiel antioxydant. Et je vous illustrerai son rôle tout à l'heure, son rôle antioxydant, à travers une étude qu'on a menée au sein du laboratoire. Alors, il y a quand même une polémique au niveau de l'effet des nutriments sur le stress oxydant. Alors là, je vous ai récapitulé un peu des études sur des grosses cohortes qui ont été menées. Alors, un certain nombre ici ont montré que des taux de vitamine A, de vitamine C avaient un effet bénéfique sur le stress oxydant mesuré dans la maladie d'Alzheimer. Donc là, on a pris des patients qui avaient donc la maladie d'Alzheimer. On a essayé de mesurer un peu l'effet des vitamines. Donc, on a certaines études montrent une efficacité antioxydante de ces nutriments et une étude qui montrait qu'il n'y avait pas d'effet des vitamines A, C et E sur le risque d'apparition de la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est encore des études assez, qui sont en cours. Donc, ont besoin encore d'être étoffés pour affirmer de manière sûre que les éléments, les aliments, les micronutriments et certains oligo-éléments ont des effets antioxydants. Mais globalement, beaucoup d'études vont vers un rôle antioxydant des aliments. Donc, c'est surtout, c'est pareil, il y a besoin d'aller un peu plus en termes de recherche sur les taux, les recommandations qu'il faudrait pour avoir un effet antioxydant d'un nutriment. Au niveau du stress oxydant, ce qui a vraiment montré son efficacité en termes de nutrition, c'est la restriction calorique. Clairement, il y a eu pas mal d'études qui montraient que la restriction calorique, c'est-à-dire la diminution de calories apportées de manière journalière, pouvait diminuer au fait, le stress oxydant. Parce que en fait, une des sources de stress oxydant, ce sont en fait les glucides qui sont apportés, qui vont être transformés dans la mitochondrie pour fournir de l'énergie, et ça va fournir des ROS, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et ça peut contribuer au stress oxydant. Donc, il peut y avoir une augmentation du stress oxydant à cause d'un apport calorique trop important. Et à l'inverse, si on fait une restriction calorique, eh bien, ce stress oxydant diminue. Et ça va avoir directement un impact sur la survie, sur l'espérance de vie des animaux. Là, c'est une étude là, que je vous ai indiquée ici, dans laquelle, au fait, on a pris des souris femelles qu'on a soumises à une restriction calorique. Donc, vous voyez sur ces graphiques, donc on fait varier l'apport calorique par semaine à ces animaux. Et donc, on s'aperçoit que plus l'apport calorique est faible, bon, le poids est diminué, mais l'espérance de vie et la survie est augmentée. Donc ça, c'est une première étude, c'est une vieille étude qui date des années 80, qui montrait que chez la souris, effectivement, une restriction calorique diminuait le stress oxydant. Donc, je n'ai pas montré les données sur le stress oxydant, mais ils ont montré que c'était en lien avec le stress oxydant et que cette survie, cette amélioration de l'espérance de vie était liée à une diminution de ce stress oxydant lié à la restriction calorique. Et en 2009, au fait, il y a eu une super étude qui a été faite, j'aime bien cette étude, qui a été faite, alors du coup, pas chez des souris, mais chez des singes, des macaques rhésus, qui se rapprochent plus de l'homme, en fait, dans lesquels les chercheurs ont pris des animaux qu'ils ont fait vieillir, et un groupe avait une alimentation normale et un groupe avait une restriction calorique de 30%. Et ils ont suivi ces animaux pendant 20 ans. Ils ont mesuré la mortalité, etc. Pas mal de paramètres comme le diabète, les complications, les différentes complications liées à l'âge. Et ils se sont aperçus au fait, que chez ces animaux, donc les photos sont assez parlantes, il y avait effectivement une diminution
de l'impact des calories sur les processus de vieillissement. On va dire, entre guillemets, pour faire court, que les animaux qui avaient subi une restriction calorique étaient en meilleure forme à 27 ans, ce qui est assez vieux pour un macaque, étaient en meilleure forme que les animaux qui n'avaient pas subi de restriction calorique. Donc, il y a vraiment un impact de cette restriction calorique sur le bien-être des animaux, en particulier les maladies neurodégénératives. Alors, je vous ai parlé du stress oxydant. Je vais maintenant parler de l'autre cause importante qui est liée aux maladies neurodégénératives, c'est la neuroinflammation. Alors, je pense que vous connaissez tous l'inflammation, hein, donc c'est un processus qui est normal. Hein, quand on est malade, on a un processus inflammatoire qui se met en place avec production de facteurs pro-inflammatoires de type interleukine. Et en fait, au niveau du cerveau, on ne retrouve pas les cellules qu'il y a à la périphérie qui sont impliquées dans l'inflammation. On retrouve des cellules particulières qu'on appelle des cellules de la microglie. Donc, à côté des neurones, je pense que vous connaissez les cellules gliales, parmi lesquelles vous avez les astrocytes. Eh parmi les cellules gliales, vous avez la microglie qui joue un peu ce rôle de cellules immunitaires du cerveau. Et en fait, ces cellules microgliales vont être sensibles à leur environnement et peuvent être, on va dire, ce qu'on appelle activées. En particulier, elles peuvent être activées par les protéines A-bêta, l'alpha-synucléine qui est présente dans les corps de Lévy. Et donc, en fait, les peptides A-bêta, etc., ces protéines qui sont formées lors de l'apparition de maladies neurodégénératives sont capables d'activer ces cellules microgliales au niveau du cerveau. Et ces cellules microgliales au niveau du cerveau sont capables de produire des facteurs pro-inflammatoires, des radicaux libres. Et ces facteurs pro-inflammatoires et ces radicaux libres sont capables d'agir sur les neurones alentour et entraîner une mort neuronale. Et ça va contribuer effectivement à la mise en place de maladies neurodégénératives comme Alzheimer. Et notre alimentation est directement liée à cette neuroinflammation. Et en particulier, classiquement, alors ça, ce sont des modèles animaux, hein, donc ce sont des modèles précliniques de souris. Alors, on montre que des souris qui sont soumises à un régime gras ici, high fat diet, vont développer de l'obésité. Et lorsque l'obésité se met en place, vous avez ce qu'on appelle une inflammation à bas bruit, c'est-à-dire que le tissu adipeux va grossir et va produire des facteurs pro-inflammatoires qui vont aller dans le cerveau et activer ces cellules microgliales et provoquer de la neuroinflammation au niveau du cerveau. Et cette neuroinflammation au niveau du cerveau va conduire à stimuler l'accumulation de plaques bêta-amyloïdes, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce qui va conduire à un déclin cognitif et à l'apparition de maladies neurodégénératives. En fait, on s'est aperçu que chez des souris transgéniques, qui ont une susceptibilité plus importante d'accumuler des plaques bêta-amyloïdes, en fait, on s'est aperçu que quand on met ces souris sur un régime gras, en fait, les processus neurodégénératifs sont accélérés. Ce qui est intéressant aussi dans cette étude, c'est qu'on observe une réversion, c'est-à-dire que quand les animaux qui sont sur un régime gras, des riches en lipides, on les bascule sur un régime, on va dire, faible en lipides, eh bien, en fait, il y a un retour à la normale, on va dire, un retour à la normale des fonctions cognitives. Donc, tous les problèmes qui étaient observés sous un régime gras ont tendance à se dissiper. Donc là, ça montre vraiment que, effectivement, notre alimentation, la nutrition, en particulier, dans ce cas-là, c'est l'apport de lipides de manière importante, joue et impacte notre capacité à développer des maladies neurodégénératives. Donc, en fait, dans ces processus de neuroinflammatoires, beaucoup de nutriments, des acides gras, des vitamines comme la vitamine D, ça c'est ce qu'on a montré dans notre groupe, d'autres micronutriments, d'autres oligo-éléments sont capables d'agir directement sur la neuroinflammation associée soit à l'âge,
soit un régime obésogène, diminue cette neuroinflammation, ce qui va améliorer ou du moins diminuer les effets de cette neuroinflammation sur les aspects cognitifs, comportementaux chez les personnes. Et on a montré aussi que ces nutriments anti-inflammatoires agissent sur les voies de signalisation, donc en fait sur les voies impactées dans l'effet des molécules pro-inflammatoires, des facteurs pro-inflammatoires. Donc ça agit au fait sur les mêmes voies de signalisation à l'intérieur de la cellule pour diminuer l'effet pro-inflammatoire des molécules qui sont libérées quand on devient obèse par exemple ou quand on vieillit. Donc là, je vais vous présenter un peu des travaux qu'on a fait dans le cadre de nos recherches au sein de notre équipe, qui portent sur un polyphénol, le resveratrol. Alors, le resveratrol, c'est un polyphénol qui est présent dans les raisins. Donc, on en retrouve un peu dans le vin. Et en fait, on a montré que le resveratrol, alors ça, ce n'est pas nous qui l'avons montré, mais on sait que le resveratrol est capable d'agir sur les processus inflammatoires, le stress oxydant, en diminuant le stress oxydant, en diminuant en fait la production de facteurs pro-inflammatoires comme l'interleukine 1 ou l'interleukine 6 ou le TNF, ce qui conduit au fait à une amélioration des processus cognitifs. Donc ici, c'est la dépression, mais c'est la même chose pour tout ce qui est processus cognitif. Et là, nous, on a... Alors attention, hein, je ne vous dis pas qu'il faut consommer du vin pour être bien. Ce n'est pas une incitation à boire. Hein. Nous, on a fait, au fait, on s'est plus intéressé vraiment à l'effet de ce resveratrol au niveau cognitif sur des modèles que nous avons développés au sein du laboratoire. Donc, c'est un projet qui a été mené par Dr Serré en collaboration avec des collègues du CERIMED, hein, Philippe Garrigue et Benjamin Guillet. Et dans cette étude, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné du resveratrol à faible dose à des animaux qu'on a laissés vieillir, donc des rats sénescents. On leur a donné ce resveratrol. Puis, on a regardé au niveau du cerveau l'expression de différents gènes, hein, donc, qui sont indiqués ici, impliqués dans l'oxydation et l'inflammation. Et on a vu une diminution de ces différentes molécules. Et donc, il y avait une diminution de l'oxydation, du stress oxydant, de l'inflammation au niveau du cerveau. Nos collègues du CERIMED ont mis en évidence également qu'avec le resveratrol, le flux de sanguin au niveau du cerveau était augmenté. Donc, vous voyez ici, vous avez des captures d'images sur le flux sanguin au niveau d'artères qui irriguent le cerveau. Et en fait, on a montré que donc, le resveratrol permettait d'augmenter ce flux cérébral. Et ce flux cérébral est associé à une augmentation des performances cognitives chez l'animal. Et donc, ça a été fait en même temps, donc c'est vraiment un lien de causalité entre cette augmentation de flux cérébral et ces augmentations de performances cognitives. Donc là, comme je vous ai dit, ce travail il a été fait au sein de notre équipe et en collaboration avec des collègues du CERIMED et qui font également partie de l'ICESTAR. Donc, en conclusion, en fait, ce que j'essaie de dire, en fait, au final, c'est que notre alimentation, nos nutriments ont un rôle important freinent, au fait, l'apparition de maladies neurodégénératives. Alors, il y a encore des choses qui restent à faire. Il y a encore beaucoup d'études concernant, en fait, la caractérisation de l'effet des nutriments, des micronutriments, sur ce ralentissement des maladies neurodégénératives. Et nous, au fait, au sein de notre plateforme, donc moi je suis co-responsable de la plateforme Phénomars avec le docteur Landrier. Donc c'est une plateforme qui est hébergée par le C2VN, dans laquelle on a des modèles au fait précliniques d'obésité, de maladies métaboliques. Et on est capable de faire un ensemble de tests métaboliques, de mesures métaboliques. En fait, on développe des modèles précliniques, hein, des modèles rongeurs de vieillissement. Et en fait, sur ces modèles animaux, on est capable de leur faire des activités, de leur donner des nutriments. Alors nous, par exemple, là, on travaille beaucoup sur la vitamine D, donc on
peut leur donner la vitamine D. Et on regarde l'impact, en fait, sur l'apparition de maladies métaboliques. Et en plus de cela, on est capable, effectivement, d'aller voir de la neuroinflammation au niveau du cerveau, l'apparition des maladies neurodégénératives chez ces animaux. Donc, on développe effectivement ces modèles pour mieux comprendre l'effet de notre nutrition sur l'apparition de ces maladies métaboliques et neurodégénératives. Et donc, pour conclure, en fait, le message général, hein, ça rejoint un peu la présentation qu'a fait mon collègue juste avant. L'optique, en fait, ici, de l'alimentation, ce n'est pas d'être dans du curatif, hein. On est vraiment dans cette notion de prévention. On est vraiment sur une approche préventive. Et l'optique, comme disait très bien mon collègue, c'était de bien vieillir. Donc, à travers l'alimentation, en fait, on favorise ce bien vieillir et optimiser ce vieillissement, hein. Et donc, les recherches qu'on mène nous permettent comme ça d'élaborer des nouvelles recommandations d'apport nutritionnel pour effectivement optimiser ce bien vieillir. Donc voilà, j'ai fini. Je vous remercie de votre attention. Je passe la parole. Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a des questions à cet exposé? Pas de questions? Tout à l'heure, il a fallu un petit peu de temps avant que les gens se mettent en action pour en poser. Est-ce que là, c'est pareil ou... Toujours pas? Dans tous les cas, je pense qu'on va essayer de se débrouiller pour vous faire, pour vous donner quelques emails, au moins des personnes qui se sont exprimées aujourd'hui, pour que si vous avez plus tard effectivement des questions à poser ou en tout cas des informations à leur demander, vous puissiez le faire. Ouais, je peux les mettre là. Je peux vous les mettre directement dans le chat. Une question de Monsieur Baya. Est-ce que des études ont prouvé un effet des aliments sur la SLA? Pas à ma connaissance. Il faudrait que je regarde plus la biblio. C'est pas la SLA, je maîtrise moins. Il faudrait que je regarde. C'est une bonne question. Je pense que ça a été fait, hein, mais parce que la SLA, c'est toujours pareil, c'est les mêmes mécanismes, un peu de neuroinflammation, de stress océdant. Donc, on peut aussi imaginer effectivement que les nutriments ont un effet sur la SLA en passant par le stress oxydant et la neuroinflammation, donc l'inflammation. Donc, je vais regarder ça. Je ne peux pas vous répondre, je n'ai pas de biblio en tête, hein, je vais être franc, mais je pense qu'il doit y en avoir, hein. Il y a une autre question. Quel est votre avis sur l'isocinétisme? L'isocinétisme. C'est quoi l'isocinétisme? En fait, je voudrais bien savoir, je ne connais pas en fait l'isocinétisme. Je peux avoir une précision. Alors, donc, si je ne connais pas, je ne peux pas avoir de alors c'est peut-être Jean-Jacques qui était visé et il est en train de parler, mais le micro n'est pas on. Ah, c'est pas... Oui, ouais, je pense que c'était une question sur... Oui. Oui, alors sur l'isocinétisme, je ne suis pas du tout spécialiste de ça, mais vieilles références me laissent à penser que c'est plutôt plus efficace que les autres modes de renforcement musculaire, mais j'en mettrai pas ma main coupée. Donc là, il faut plutôt consulter les spécialistes de la physiologie musculaire.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on me demande si vous pourrez avoir copie des présentations. Ça, je ne sais pas encore, il faudra que je vérifie. Mais dans tous les cas, je vous donnerai des contacts. Oui, a priori, donc les présentations ne seront pas disponibles telles quelles, mais je vous donnerai les contacts pour que vous puissiez donc discuter avec les personnes de cas précis. J'étais en train d'essayer de vous donner les emails, mais donc j'ai fait passer sur le chat le premier email de Lourdes Mounien et j'essaye d'en vous envoyer le second. Voilà, celui de Jean-Jacques Temprado. Donc, en fait, je pense que pour des questions ciblées, le mieux est que vous les contactiez directement pour discuter avec eux de ce qui vous intéresse. C'est un petit peu aussi l'objectif de ça. S'il n'y a plus de questions, je vous remercie tous de vous être connectés. Ah, non, il y en a eu encore une que je n'ai pas vue. Alors là, c'est une question à Jean-Jacques Temprado. Est-ce qu'il y a des études qui ont utilisé l'intelligence artificielle pour adapter ou optimiser le contenu proposé dans les exergames? Des études, j'en connais pas, mais de ce que je sais, par exemple, sur l'exercube de Spheri, pour l'avoir, pour interagir avec l'entreprise et les avoir visités, je sais que la modification de l'environnement, en fait, est basée, en effet, sur le traitement des données en temps réel. Donc, j'ai pas en tête d'études sur la question. En revanche, je sais que les entreprises, les startups qui développent ce genre de solutions s'appuient nécessairement sur des algorithmes d'intelligence artificielle pour adapter en temps réel ce qui est présenté en fait dans l'environnement. Maintenant, c'est clair que un des critères d'efficacité et d'attractivité, c'est effectivement de pouvoir proposer des solutions qui suggèrent des entraînements progressifs, qui suggèrent des choses beaucoup plus personnalisées, et que ça va nécessairement reposer sur l'intelligence artificielle. Ça ne fait pas l'objet vraiment des études scientifiques, ça c'est plutôt la secret sauce des startups. Donc il semble que vous ne voyez pas tous, en tout cas, les messages de chat où j'avais mis les emails des intervenants. Donc, on va vous envoyer, on a tous vos mails, on va vous envoyer sur votre email ces adresses. C'est Lisa Domissan qui va faire ça. Donc, surveillez ces emails. Bon, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie de vous être connectés à cet événement et nous ferons peut-être de nouveaux événements dans le futur. On va voir en fonction des retours qu'on aura. Je vous remercie tous et je remercie beaucoup nos deux orateurs. Et puis, je vous souhaite donc une bonne fin de journée.